Il a connu l'enfer et il en est rentré, c'était il y a 10 mois, le 10 décembre 2014. Serge Lazarevic arrivait en France après presque 4 ans aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. 4 ans dans le désert, la captivité, la torture, mais aussi l'isolement, la mort de Philippe Verdon, son compagnon d'infortune, et sa libération, son difficile retour au pays et à la vie. Lazarevic, retour de l'enfer, rencontre réalisée avec Étienne Grelet. C'est là que vous êtes, c'est là que vous habitez. C'est là que j'habite. Depuis votre retour. L'entrée. Et c'est pas bien grand. Des petits 8 mètres carrés. Et puis quand vous êtes là? Depuis que je suis arrivé, depuis le début, puisque le Quai d'Orsay m'a installé ici. Bon, ils ont demandé à ma mère, j'ai l'impression, mais moi je pensais que c'était provisoire en arrivant ici. Mais le provisoire, ça fait 1 an que ça dure. Ça fait un peu long. Bon. C'est un peu plus confortable que le désert, mais c'est quand même pas le paradis non plus. Hein. Le problème, c'est l'espace, quoi. Moi, je rêvais un peu plus d'espace quand je suis arrivé, un peu plus de lumière. Quand on vient d'espèce d'enfer, j'avais l'impression que je retrouvais un petit peu comme j'avais. Moi, j'avais une vie à Paris, j'avais une existence, et puis bon, tout a disparu en 4 ans. Et je sais pas, je rêvais pas d'un endroit comme ça. Pour un retour, quoi. Il faut dire que Serge Lazarevic a vécu l'enfer. En novembre 2011, il se trouve au Nord Mali avec Philippe Verdon. Les 2 hommes prospectent la région en vue de la construction d'une cimenterie. Ils sont capturés par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Commence une longue période de détention. En juillet 2013, Philippe Verdon est retrouvé mort, tué d'une balle dans la tête. Serge Lazarevic, entrepreneur, baroudeur, restera lui otage d'AQMI jusqu'à sa libération par l'armée française en décembre 2014. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de votre captivité? Il reste les cauchemars, parce que les cauchemars, j'en ai pas eu pendant 7-8 mois et ça commence un peu à revenir. Là, je suis dans une phase d'espèce de... Les rêves reviennent. J'étais sans rêve pendant quelques années et là, les rêves commencent à revenir. Quel genre de rêve? Je vois des choses un peu étonnantes, un peu les horreurs que j'ai vécues, enfin, pas mal de choses. Une espèce d'enfermement, une espèce de folie, quoi. Parfois, je vous dis, la nuit, je lève et je crie comme les loups, quoi. Ça fait du bien, j'ai découvert que crier, mais ça, je le sais depuis longtemps. Même avant, quand j'étais bien stressé, dans le travail ou n'importe quoi, dans la voiture, je mettais la musique à fond et je criais. Ça me faisait du bien. Et là, c'est ce que je fais quand je vais pas bien, je crie. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Je crie comme un fou, on peut me prendre pour un fou, et au moins ça me libère quelque part. Avec les 10 mois de recul que vous avez, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant la captivité? Le plus dur, de vivre seul. 1 an et demi, je vous ai dit que je suis resté seul, c'est pour ça que je vous dis que je souffre aussi d'ostracisme. L'ostracisme, pour expliquer aux gens ce que c'est l'ostracisme, c'est quand on vous enferme tout seul dans votre vie. On vous laisse. Moi, j'avais un 2 mètres carrés pour pouvoir m'exprimer. Je ne pouvais pas bouger de là. À chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, que je voulais faire quelque chose, je demande. Et le plus difficile, c'est ça, d'être sans parole. Il y a des jeunes qui sont venus me parler, ils se sont pris des coups. On les a frappés parce qu'ils ont essayé de communiquer avec moi. Et le plus dur à la fin, ce qui était le plus dur à la fin de ces 4 ans de détention, c'était chaque fois que vous vouliez lever le doigt, il fallait demander est-ce que je peux lever le doigt. Vous voyez ce que c'est une journée où à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut demander. Et la nuit, j'étais enchaîné. J'étais enchaîné, comme je l'ai dit, aux chevilles, et j'avais les menottes, les mains derrière le dos. C'était impossible de dormir. La nuit, j'essayais de ne pas dormir. Plutôt, je m'asseyais, j'essayais de m'asseoir, me tenir dans le temps, parce que c'est compliqué de dormir comme ça. Il y a un moment où vous avez eu peur de sombrer dans la folie, de perdre pied? Non, j'ai jamais pensé à la mort. Je sais pas, il y a plein de gens... Vous dites, j'ai jamais pensé à la mort? J'ai jamais pensé à la mort. Moi, je vous demande si vous aviez peur de perdre la raison. Non, parce que ça fait partie justement de la mort. Perdre la raison, c'est la mort. Quand on a perdu la raison, on est mort. Mais les gens d'AQMI, ils voulaient pas réellement me tuer, mais ils voulaient mettre dans un état où je souffrirais jusqu'à ma mort. Où je continue à souffrir d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ne voulaient pas me tuer directement. C'était trop gentil de me tuer. Trop facile. Je pense qu'ils ont voulu, c'est que je souffre jusqu'à ma mort. Et moi, je l'aurais jamais cru, même jusqu'au dernier jour, j'ai jamais cru à ma libération. Parce qu'ils m'ont tellement menti, ils m'ont tellement baladé. Même quand la personne est venue me chercher, Mohamed, qui est venu jusqu'à Niamey, moi, j'ai pas cru à la libération. Je me demandais encore si c'était pas encore un peu leur folie. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec moi. Enfin bon.
De quoi vous vous souvenez de cette libération, de ce qui s'est passé au moment où vous a dit allez, salut? Je n'ai pas réalisé ce qui se passait. C'est difficile à définir un état. J'ai pas d'état puisque je ne savais pas. Moi, j'étais pris dans une espèce de tourbillon de folie, quoi. Vous imaginez ce que c'est 4 ans d'Holocauste, de folie des hommes, d'inhumanité, je ne sais pas, de choses comme ça, et vous vous retrouvez d'un coup, je ne sais pas, une espèce de civilisation, de gens plein de gens autour de vous. Moi, je souffre d'ostracisme, je m'en reviens, il y a 1000 personnes autour de moi. Vous imaginez, c'est un peu... Je me suis encore retrouvé un petit peu... Vous êtes devenu agoraphobe, en fait. Voilà, c'est une espèce de folie, quoi. Ouais. Philippe Verdon, aujourd'hui, vous pensez encore à lui? Bien sûr, toujours. Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur sa tombe. Et j'ai pas pu y aller avant, j'y suis allé au mois de juillet. Fin juillet, parce que j'avais pas la force de conduire, j'avais pas la force d'y aller. J'ai vu où il était, maintenant je sais où il repose. Pour moi, c'est aussi, j'ai retrouvé un peu de quiétude, un peu de paix. On a passé à peu près 15 mois ensemble. Je pense que Philippe a été assassiné. Moi, je parle d'assassinat, on va parler de tuerie ici. On l'avait tué, mais on l'a assassiné. Et Philippe, avant de disparaître, avant d'être séparé, je l'ai revu. Il est rentré dans une espèce de caillou, des espèces de grottes. Et je pense que c'est là qu'il